Bonjour à toutes et tous pour cette dernière webconférence du programme Octobre Rose organisée avec mon réseau Cancer du sein. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent qui est la reconstruction. Et pourquoi nous avons choisi ce sujet avec Laure? Parce que la reconstruction immédiate est encore une technique peu connue. Alors parfois, les femmes qui ont à faire face vont devoir justement trouver une source d'information, et c'est vraiment ce contenu que nous souhaitions offrir au travers donc de cette webconférence et ensuite du replay. Je devance la question qui sera bien évidemment sur la page YouTube de mon réseau Cancer du sein. Alors pour cela, aujourd'hui, nous avons la chance d'être entourée de Anne Garot. Bonjour Anne, vous êtes kinésithérapeute à Bourg-la-Reine. Et vous êtes également membre du réseau Cancer du sein RKS. Bonjour docteur Lemarie. Donc vous, docteur Lemarie, vous êtes chef de service de chirurgie plastique, oncologique et reconstruction à Gustave Roussy. Merci d'être avec nous. Vous allez justement nous expliquer toutes ces techniques. Et puis nous ferons monter ensuite deux témoins, deux patientes de mon réseau Cancer du sein qui justement partageront leurs témoignages. Très bonne conférence à toutes et tous et je laisse la parole à Laure. Bonjour, donc moi je suis ravie avec mon réseau Cancer du sein qu'on fasse cette conférence parce que il y a une réalité dans la question autour de la reconstruction immédiate, c'est qu'il y a un temps qui est beaucoup plus court et pour nous les patientes, il y a beaucoup de choses qui se chamboulent en même temps, la prise en charge du cancer et puis finalement à quoi on va ressembler, comment ça va se passer cette reconstruction du sein. C'est un vrai bon sujet parce que ça peut donc arriver très tôt aujourd'hui, cette proposition dans un parcours de soins de cancer du sein. Mais on se rend compte aussi que comme il y a beaucoup de femmes qui se posent des questions sur la reconstruction après, pour celles qui n'en ont pas eu, que finalement d'intégrer la reconstruction du sein dans un retour à la vie après son parcours de soins, il y a la question de quand est-ce qu'on fait ses chirurgies, quand on travaille, etc. On trouve que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, à la fois pour qu'on vous explique les techniques, comment ça va se passer, mais aussi comment ça s'intègre dans la vie des femmes. Et donc, on a la chance, on va donner la parole tout de suite donc à nos deux témoins. Elles vont venir nous répondre au début et à la fin de cette conférence. On va commencer par donner la parole à Sandrine pour qu'elle nous dise justement comment ça s'est passé, elle, cette proposition et cette mise en place de la reconstruction immédiate dans son parcours. Donc, bonjour Sandrine et à toi la parole. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, parce qu'il y a peut-être des tous aussi. Moi, la reconstruction immédiate est arrivée assez rapidement du fait de mon jeune âge, je pense, parce que je n'ai que 42 ans et je ne me voyais pas sortir sans volume. Donc, j'ai eu le grand chelem classique, donc cancer hormonal, 2 tumeurs au sein gauche, atteinte ganglionnaire, enfin bon, tout ce qui va bien. Donc, j'ai eu 4C, 12 Taxol et est venu le moment de la reconstruction. Donc, j'ai rencontré ma chirurgienne un mois et demi avant l'opération qui m'a expliqué vraiment les tenants, les aboutissants, les enjeux, les avantages, les inconvénients de chaque technique. C'est-à-dire que vraiment, j'avais clé en main toutes les techniques. Et à réflexion, je ne me voyais pas subir plusieurs opérations. Donc, une seule a été choisie pour ma part. Donc, puisque j'ai pas un gros bonnet, donc j'avais la prothèse, c'était ce qu'il y avait. J'ai assez de graisse pour pouvoir après pouvoir fonctionner un petit peu si nécessaire. Donc je suis enchantée du travail. Donc le jour J est arrivé. Je suis sortie avec un volume. Bon, ça reste une intervention. On ne retrouve pas son sein de toute façon, mais je trouve qu'elle a fait de l'orfèvrerie, ma chirurgienne, parce que j'ai un sein qui est au même niveau que l'autre. Le volume est absolument identique. Or, on n'est qu'au début, puisque là c'est que l'échafaudage. Il y aura les finitions à faire derrière et je suis enchantée de son travail, vraiment, vraiment. Alors, c'est super intéressant et c'est ce qu'on appelle aussi, c'est un parcours qui est quand même assez rare. Tu disais, tu es une patiente jeune avec des traitements médicamenteux qui ont eu lieu avant la chirurgie. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a eu aussi un temps d'échange avec l'équipe de prise en charge de ta maladie cancer qui a été relativement
en tout cas de plusieurs semaines. Et donc, avec cette réflexion autour de la reconstruction, c'est quelque chose donc on pourra voir aussi avec le docteur Desmarais dans les différents parcours de patientes. C'est pas forcément toujours le cas. On a des patientes qui vont, elles, démarrer tout de suite par la chirurgie, donc qui ont peut-être moins de temps pour y réfléchir. En tout cas, merci pour ce témoignage et aussi de voir que tu es contente. On te retrouve à la fin. Et maintenant, on va passer la parole donc à Céline, qui, elle aussi, a eu une reconstruction immédiate, mais pas si immédiate que ça dans son parcours. Donc, on te laisse nous raconter. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, en 2017, comme Sandrine, à 42 ans, premier petit cancer, pas agressif et une toute petite tumeur de 5 mm, donc soignée par tumeurectomie et ça s'arrête là. 4 ans après, c'est l'autre sein qui a exactement le même type de cancer. Donc pareil, tumeurectomie et suivi de radiothérapie et puis hormonothérapie. Et l'année dernière, récidive au premier sein, donc 5 ans après le premier cancer. Alors cette fois-ci, il y a l'IRM fait apparaître, parce que c'est au cours d'un IRM de contrôle qu'on voit ça, l'IRM fait apparaître deux lésions. Le radiologue me prélève la première pour vérifier que c'est bien cancéreux et n'arrive pas à prélever la deuxième. Du coup, m'envoie chez un autre radiologue. L'autre radiologue me dit « Ah, mais là, sans trop prendre de pincettes, là, il faut enlever le sein. » Alors, sur le coup, ça a été très violent, mais en fait, je pense que ça a été très bénéfique pour moi parce que ça a mis en mouvement une réflexion. Et parce que comme ça, j'avais le temps que les diagnostics se terminent, que je continue à faire mes consultations de diagnostic. Moi, pendant ce temps-là, ça m'a permis de me renseigner. On a beaucoup de chance d'être en 2022, d'avoir YouTube et énormément de conférences. Donc, j'ai pioché aussi sur toutes les conférences que j'ai trouvées. Le site Me Reconstruire, qui est très pédagogique et qui donne aussi beaucoup de témoignages. Et donc, ça m'a aidé à savoir ce qui était possible. Donc, la consultation avec le chirurgien qui m'avait déjà opéré deux fois de chaque côté arrive. Il me dit, bah, je sais pas, on peut faire tumorectomie, mais ça laissera quand même pas mal de cicatrices. Moi, je préconise la mastectomie, d'accord. Et je dis, mais j'ai entendu parler, donc je le questionne, est-ce qu'il y aurait une contre-indication à la reconstruction immédiate? Parce que lui, ça lui venait pas du tout dans ses propositions de soins. Et en fait, il me l'a clairement déconseillé. Ces arguments, bon, j'ai pas trop cru, hein, puisque je l'ai pas suivi. Moi, ma question, c'était est-ce qu'il y a une contre-indication médicale? Sa réponse était non, il n'y a pas de contre-indication médicale. Je dis, bah alors? Il me dit, bah, pour les patients, de son expérience, c'est mieux de subir, je ne sais pas ces mots exacts, mais c'était l'idée, de subir l'ablation complète pour mieux apprécier la reconstruction. Donc moi, j'ai trouvé ça un peu psychologique. On pourra en reparler aussi un peu tout à l'heure de comment, parce que c'est vrai que c'est pas toujours vécu de la même façon. Donc ça pourra faire partie des questions qu'on posera à nos soignants. Et du coup, parce que le temps file quand même assez vite, dans la pratique, Du coup, je lui dis merci, au revoir. Et donc, je suis allée consulter un autre établissement. J'ai de la chance d'être dans une région où il y a pas mal de centres de soins. Là, le premier, c'était Avignon. Après, je suis allée à Marseille, où j'ai consulté parce que je m'étais renseignée sur le site internet de l'établissement. Il y avait, en théorie, la reconstruction immédiate. Le chirurgien que je rencontre me dit « Ah oui, ouais, en théorie, oui, mais en fait, on n'a pas de disponibilité au bloc avant plusieurs mois. » Bon, d'accord. Et je rentre chez moi et je recontacte un autre centre, donc cette fois-ci à Montpellier. Et là, toutes les choses se sont enclenchées et j'ai été opérée et tout s'est très bien passé. Et je suis ravie. Bah, écoute, merci beaucoup. Donc, on voit voilà 2 parcours complètement différents avec des histoires de maladies et de recherche d'informations différentes.
On voit donc que l'information, c'est essentiel, que ça participe à votre réflexion à chacune de patientes et de faire des choix qui vous conviennent. Donc, je vous propose qu'on prenne maintenant qu'on donne la parole au docteur Lemarie pour qu'il nous expose, donc en tant que chirurgien, finalement déjà à qui s'adresse la reconstruction immédiate et puis les différentes techniques qui sont possibles. Pour donc répondre à un certain nombre de questions, et on vous retrouvera toutes les deux à la fin aussi des présentations de nos spécialistes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler reconstruction. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur, en particulier la reconstruction immédiate, parce que c'est quelque chose qui s'est intégré dans nos pratiques là progressivement sur on va dire les 10 dernières années. Pendant longtemps, c'était un geste chirurgical qui était réservé à une toute petite catégorie de patientes, des patientes qui n'ont pas de traitement complémentaire, des patientes pour lesquelles on fait éventuellement juste un geste préventif. Et en fait, avec le temps, cette pratique de la reconstruction immédiate, elle a pu être étendue, élargie aux autres indications de mastectomie, même en cas de traitement complémentaire. Donc, il y a eu un vrai changement dans nos pratiques et c'est au bénéfice des patientes parce que du coup, ça permet, en même temps que l'ablation du sein, de conserver l'enveloppe cutanée du sein, parfois conserver le mamelon et l'aréole, et donc d'éviter aux patientes de vivre cette étape sans sein, le thorax plat. Donc c'est un vrai bénéfice et ça change la qualité des résultats à long terme pour les reconstructions. Donc évidemment, c'est pas pour toutes les patientes. Il y a quelques patientes qui ne sont pas demandeuses d'un geste de reconstruction, donc faut respecter ça aussi. Mais pour toutes les patientes qui le demandent, c'est souvent possible, souvent réalisable. On va voir ensemble pourquoi on le fait, pour quelle patiente et de quelle manière. Donc juste pour vous présenter en fait le panorama de la chirurgie, de la reconstruction en France actuellement. Il faut savoir qu'on réalise en France à peu près 20 000 mastectomies par an. Et parmi ces patientes qui ont une mastectomie, il y en a à peu près 20 à 30% qui ont une reconstruction du sein. Cette reconstruction, elle peut être réalisée à deux moments. Soit elle est réalisée après les traitements complémentaires, après la mastectomie, c'est ce qu'on appelle la reconstruction différée ou secondaire. Ou alors on peut intégrer ce geste de reconstruction en même temps que le geste d'ablation, c'est ce qu'on appelle la reconstruction immédiate. Pendant la même chirurgie, la même anesthésie, à la fois on retire la glande mammaire et on utilise une technique de reconstruction pour apporter un volume, une projection, rééquilibrer en fait la silhouette. Les patientes qu'on voit aujourd'hui en consultation, malheureusement, c'est quand même surtout des patientes qui sont en demande d'une reconstruction secondaire. Des patientes qui ont fini leur traitement, elles ont eu l'ablation du sein. Et pour nous, il n'y a rien de plus difficile en fait. C'est des patientes pour lesquelles il manque de la peau, les tissus ont été abîmés par la radiothérapie, donc il y a de la fibrose, des adhérences, il y a souvent des douleurs chroniques associées. Donc c'est vraiment un équilibre fragile et même si on met en place toutes les techniques les plus innovantes qu'on se donne voilà, corps et âme sur cette reconstruction, on sait que en termes esthétiques, en termes fonctionnels, on n'arrivera pas forcément à avoir atteindre un niveau de résultat excellent. Et ce qui est un petit peu gênant, ou trop souvent gênant, on va dire, c'est que quand on reprend l'histoire de ces patientes, leur parcours de soins, on s'aperçoit que pour la majorité d'entre elles, s'il n'y a pas eu de geste de reconstruction immédiate, c'est pas parce qu'elles ne voulaient pas une reconstruction immédiate, c'est parce que ce geste, il n'a pas été retenu, il n'a pas été indiqué, ou qu'on a considéré que la nécessité de traitement adjuvant, traitement complémentaire, comme en particulier la radiothérapie, était une contre-indication. Sauf que c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait faire des reconstructions immédiates, c'est-à-dire qu'on sait conserver l'enveloppe cutanée, éventuellement conserver le mamelon l'aréole et faire un geste de reconstruction, même s'il y a une chimiothérapie complémentaire, même s'il y a de la radiothérapie. Donc, certainement que le résultat de la reconstruction peut être altéré, le sein peut être abîmé par la radiothérapie, notamment, mais ça, on peut le corriger, on peut ajuster les choses et c'est toujours mieux, entre guillemets, d'avoir une reconstruction immédiate qui est un peu abîmée par la radiothérapie plutôt que pas de reconstruction du tout. En termes esthétiques fonctionnels, c'est toujours mieux pour la patiente en termes de résultats. Donc ce qu'on doit faire en tant que soignant, en tant que chirurgien, c'est entre guillemets prêcher la bonne parole, faire en sorte que si une patiente est demandeuse et qu'il y a tous les critères médicaux pour faire cette reconstruction immédiate, il faut qu'elle soit réalisée, il faut pas rater ce coche, il faut se donner cette possibilité de garder l'enveloppe cutanée et le mamelon et l'aréole. Et quand on regarde aujourd'hui la réalité
de la reconstruction mammaire immédiate en France, les chiffres sont un peu décevants. On s'aperçoit que finalement, il y a peu de patientes qui ont une mastectomie qui auront la reconstruction dans le même temps. Et on s'aperçoit qu'il y a des grandes disparités à la fois géographiques et à la fois en termes de centres de soins, d'endroits où on est pris en charge. Il se trouve que voilà, l'offre de soins n'est pas répartie de manière équitable partout en France et de la même manière partout dans les différents centres privés ou publics. Et c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans les témoignages, c'est que voilà, souvent il faut aller dans différents endroits pour trouver la personne qui pourra réaliser ce qu'on attend ou voilà, qui pourra mettre en place le traitement adapté ou ce qu'on souhaite en termes de reconstruction. Donc c'est vraiment important de lever toutes ces barrières, d'aider à la diffusion de ces techniques de reconstruction immédiate, de convaincre les oncologues, les radiothérapeutes que la reconstruction immédiate peut être réalisée malgré les traitements complémentaires, que cette reconstruction, elle va pas gêner la qualité ou le délai de réalisation des traitements complémentaires, et que si la reconstruction est abîmée éventuellement par les traitements complémentaires, notamment la radiothérapie, il y a des moyens de le corriger, et que dans tous les cas, c'est toujours mieux que pas de reconstruction du tout. On a des données dans la littérature maintenant qui confirment qu'on a le même risque de récidive qu'on fasse ou pas une reconstruction immédiate. On n'a pas de retard à la détection de ces récidives quand il y en a une, et quand on a une reconstruction, la surveillance, elle repose surtout sur l'examen clinique. Donc il y a une sécurité on va dire, médicale à faire ces gestes de reconstruction immédiate. Quand une patiente choisit de faire une reconstruction immédiate, c'est pas un compromis qu'elle fait sur la qualité de son traitement ou de sa prise en charge. Donc, on est en sécurité quand on opte pour cette technique de reconstruction. C'est pas plus sûr de dire on fait que la mastectomie puis on verra après pour la reconstruction. Il n'y a aucun bénéfice en termes de santé pour la patiente. Et les techniques à la fois de diagnostic et d'analyse des tissus font que pour beaucoup de patientes, maintenant, on peut conserver non seulement l'enveloppe cutanée, mais aussi le mamelon et l'aréole. Et ça, on imagine bien à quel point ça change la donne en termes de résultats sur la reconstruction. Donc, si on a des critères radiologiques qui montrent que les lésions sont à distance du mamelon et l'aréole, si on fait une analyse exhaustive des tissus derrière l'aréole après l'ablation et qu'on s'aperçoit que voilà, cette distance de sécurité, on peut, sans, encore une fois, compromis sur la qualité du traitement, garder le mamelon et l'aréole et donc améliorer encore la qualité de la reconstruction et donc l'intégration par la patiente de ce nouveau sein reconstruit. Donc au final, cette reconstruction immédiate, elle est faite pour un très grand nombre de situations. Donc les situations où il n'y a pas de traitement complémentaire, par exemple les lésions in situ étendues, ça s'appelle les carcinomes intracrâniens, c'est des carcinomes qui sont strictement localisés dans le sein. Les patientes qui parfois aussi présentent des récidives après une tumorectomie, donc elles ont déjà eu la radiothérapie, elles pourront pas avoir une deuxième fois la tumorectomie, donc chez elles, on est obligé de faire une mastectomie, et c'est des bonnes candidates si elles sont demandeuses à une reconstruction immédiate. Et on le propose aussi, évidemment, chez toutes les patientes qui ont pas de cancer, mais qui ont une prédisposition génétique, qui ont un haut risque de développer un cancer, et donc on fait une mastectomie avant qu'elles développent un cancer. C'est notamment le cas des patientes qui présentent des mutations germinales BRCA1, BRCA2, donc ça rentre dans ce cadre-là. Et puis on fait aussi pour tous les cancers du sein infiltrant, c'est-à-dire des cancers qui peuvent donner des lésions à distance, des cancers qui potentiellement auront des traitements complémentaires comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, et c'est possible aussi chez ces patientes. Donc au final, quand on regarde quelles sont les contre-indications absolues à une reconstruction immédiate, il n'y en a pas tant que ça, il y en a beaucoup moins qu'on pourrait imaginer. Finalement, la seule contre-indication absolue, c'est les cancers du sein inflammatoire. Chez ces patientes, on ne peut pas conserver de tissu, on est obligé de faire une exérèse très large des tissus pour limiter le risque d'une récidive locale, et donc chez ces patientes, on ne pourra pas garder l'enveloppe cutanée, et donc on ne sera pas en mesure de recréer le volume en un temps. Mais la radiothérapie, que ce soit un antécédent de radiothérapie, une radiothérapie complémentaire potentielle, ou pareil, une chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante ne sont plus du tout des contre-indications à un geste de reconstruction immédiate. Évidemment, cette décision de reconstruction immédiate, elle n'est pas prise par le chirurgien seul en consultation avec la patiente. Cette décision d'une reconstruction qui s'intègre dans le parcours de traitement du cancer du sein, elle est faite de manière pluridisciplinaire avec à la fois les oncologues, à la fois les radiothérapeutes, les radiologues. C'est quelque chose qui est concerté, décidé ensemble avec la patiente au centre. Voilà, c'est pas la décision que d'un intervenant. Et quand on prend cette décision, on doit réunir les critères
médicaux. Donc, est-ce que voilà, il faut faire la mastectomie? Est-ce que on peut le faire dans des bonnes conditions? Mais aussi, il faut prendre en compte les facteurs de risque de complications. C'est-à-dire que s'il y a une patiente qui cumule plusieurs facteurs de risque qu'on connaît très bien, c'est par exemple le tabagisme, par exemple l'obésité, par exemple une hypertrophie mammaire ou des problèmes par exemple comme le diabète. L'association de plusieurs facteurs de risque peut amener les soignants à décider de ne pas réaliser d'un geste de reconstruction immédiate. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que le risque d'une complication dans les suites de l'intervention est trop important et que la balance bénéfice-risque entre ne pas faire de reconstruction et faire une reconstruction qui se complique est plus en faveur de différer la reconstruction. Donc, ça arrive parfois que chez les patientes les plus fragiles, on décide de ne pas faire la reconstruction immédiate parce qu'on considère qu'il y a trop de risques pour elles dans les suites opératoires. L'objectif, encore une fois, pour les soignants, c'est d'avoir le traitement optimal de cancer du sein. Donc, il ne faut pas que cette reconstruction, elle interfère sur à la fois le délai et la qualité des traitements. Donc, on limite au maximum ce risque de complication. Quand il y a une complication qui survient, on la traite précocement et voilà, on est proactif pour, encore une fois, obtenir une cicatrisation rapide. Donc, l'idée, c'est d'avoir une cicatrisation dans les 4 semaines, 6 semaines maximum qui suivent la chirurgie, de sorte que la patiente puisse poursuivre ses traitements s'ils sont indiqués. Une fois qu'on a validé ensemble le choix d'une reconstruction immédiate, il faut réfléchir par quelle technique on va le réaliser. Schématiquement, il y a 2 techniques qu'on propose aux patientes, soit une reconstruction avec une prothèse, c'est un gel de silicone entouré d'une enveloppe de silicone, soit une reconstruction avec ses propres tissus. Ces tissus, ils peuvent être prélevés à différents endroits, ça dépend de la morphologie de la patiente, ça dépend de la laxité des sites donneurs, donc ça peut être prélevé sur le ventre, sur le dos, sur la partie haute ou basse des fesses ou sur la face interne des cuisses. Et comment on choisit entre ces 2 options? En fait, ça va être dépendant déjà de la patiente. Qu'est-ce qu'elle veut, elle, en termes de reconstruction? Donc, on pèse le pour, le contre. Est-ce qu'elle préfère une seule cicatrice sur le sein? Est-ce qu'elle veut pas de corps étranger et elle accepte qu'on fasse une cicatrice ailleurs sur le corps pour prélever des tissus? Et dans ce cas-là, ça sera plutôt une reconstruction autologue. On prend aussi en considération les traitements complémentaires, notamment la radiothérapie, parce que cette radiothérapie, elle va induire de la fibrose et donc potentiellement, elle peut orienter le choix de la technique de reconstruction. Et après, il y a aussi le paramètre du soignant. Qu'est-ce que le chirurgien est capable de réaliser de manière fiable? Quelle technique il maîtrise? Tous les chirurgiens ne sont pas forcément en mesure de proposer toutes les techniques de reconstruction. Donc, il faut que si le chirurgien il se sent pas la possibilité d'offrir une technique de reconstruction, il soit en mesure éventuellement d'adresser la patiente à un autre praticien qui pourra réaliser la technique de reconstruction qui a été choisie. Donc schématiquement, les algorithmes, on va dire, décisionnels sur le choix de la technique en fonction des traitements complémentaires sont assez partagés par toutes les équipes en France. Schématiquement, quand il y a une radiothérapie prévue ou potentielle, on va privilégier une technique de reconstruction prothétique. Pourquoi? Parce que si jamais il y a des complications qui s'installent du fait de la radiothérapie sur la prothèse, une fibrose, des adhérences, on sera en mesure éventuellement de remplacer la prothèse ou injecter de la graisse, remplacer la prothèse par ses propres tissus, donc on ne sera pas dans une impasse. Alors que si on a de la radiothérapie qui entraîne de la fibrose sur un lambeau, on va être gêné parce que du coup, ces séquelles, elles sont potentiellement définitives. Donc quand il y a une radiothérapie prévue, on privilégie les prothèses, et si la patiente est demandeuse d'une reconstruction avec ses propres tissus, en fait, elle sera juste réalisée après les traitements. C'est qu'on mettra éventuellement une prothèse d'attente, comme une sorte de spacer qui va garder l'enveloppe cutanée, et quelques mois après la fin des traitements, on pourra remplacer la prothèse par ses propres tissus. La situation idéale, c'est évidemment les patients qui n'ont pas de traitement complémentaire. Donc, encore une fois, chez ces patientes, on est libre de choisir la technique que la patiente souhaite en fonction de sa morphologie, soit une prothèse, soit un lambeau. Et quand on est dans une situation où la patiente a déjà eu de la radiothérapie, par exemple, elle a déjà eu une tumorectomie avec de la radiothérapie, ou qu'elle a eu d'autres pathologies, comme par exemple la maladie de Hodgkin avec une radiation du thorax, l'antécédent de radiothérapie est une contre-indication relative à mettre une prothèse. Pourquoi? Parce que ça peut potentiellement augmenter le risque de complications post-opératoires. Et dans cette situation, on privilégie l'utilisation de lambeaux, donc les propres tissus de la patiente pour construire le sein. On l'a vu dans les témoignages, cette reconstruction, elle peut se faire parfois en plusieurs interventions. Idéalement, on essaie d'avoir le meilleur résultat dès le premier temps de la reconstruction, d'avoir le volume le plus symétrique possible, de ne pas avoir de différence de hauteur ou de forme des 2 seins, mais il arrive fréquemment qu'on soit amené à faire des ajustements, donc ajustement de la symétrie des 2 seins,
lors d'une autre intervention sous anesthésie. Donc ça se fait à la fin des traitements. Donc le délai entre la première et la deuxième intervention varie en fonction de s'il y a eu besoin de faire de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou pas. Et donc cette deuxième intervention va permettre soit de retoucher le sein reconstruit pour améliorer l'aspect esthétique fonctionnel, soit éventuellement de toucher l'autre sein pour réduire, remonter l'autre sein, retrouver un équilibre, une harmonie entre les deux côtés. Et si jamais la patiente n'avait pas d'indication à ce qu'on fasse une mastectomie en conservant l'aréole, on pourra dans un troisième temps, lors d'une troisième intervention, faire ce temps de reconstruction du mamelon aréole pour finaliser la reconstruction. Donc, quand on choisit ce parcours de la reconstruction, il faut bien intégrer le fait qu'il arrive fréquemment qu'on fasse plusieurs interventions chirurgicales, même si au fur et à mesure des interventions, on est sur des chirurgies de plus en plus légères, on va dire, avec une période de convalescence beaucoup plus courte. Voilà, ça reste quand même une chirurgie en plusieurs étapes et on laisse souvent au minimum 3-4 mois entre chaque intervention pour laisser le corps récupérer avant de faire les retouches, avant de finaliser la reconstruction. Donc, en fonction du moment de la reconstruction, il y aura différentes modalités d'hospitalisation. Au moment de la mastectomie, lors du premier temps, comme c'est une chirurgie plus invasive, le plus souvent, il y a une hospitalisation de quelques jours, donc de 3 à 5 jours. Et pour les autres temps de la reconstruction, la symétrisation, le mamelon aréole, le plus souvent, ça se fait en ambulatoire. Donc, c'est une intervention qui se fait dans la journée. Le soir, les patientes sont chez elles et un retour à domicile le même jour. Donc, on va maintenant développer ensemble chaque technique de reconstruction. Donc, une technique qu'on réalise souvent, c'est les reconstructions par des prothèses. Donc, en fait, c'est un gel de silicone entouré d'une enveloppe de silicone et c'est cette prothèse qui recrée la forme et la projection du sein. On a des milliers de références de prothèses différentes qui existent, donc on a la possibilité de reconstruire plein de formes et de volumes de seins différents. On peut utiliser des prothèses rondes, on peut utiliser des prothèses qui ont plus une forme de goutte d'eau qu'on dit anatomique, donc on a plein d'options de reconstruction, et voilà, on peut restaurer le volume uniquement avec la prothèse. Pendant très longtemps, cette prothèse, elle était positionnée derrière le muscle de la paroi thoracique qu'on appelle le muscle grand pectoral. Sauf que les techniques de reconstruction ont évolué et cette nécessité d'utiliser un muscle pour faire une reconstruction par prothèse n'est plus indispensable, quoi. C'est plus le cas pour la majorité des patientes. Pourquoi? Parce que on arrive à combiner des techniques, notamment les injections de graisse, qu'on appelle l'autogreffe de graisse ou le lipofilling, qui vont permettre de masquer le relief de la prothèse et de remplacer l'épaisseur du muscle. Donc le muscle qu'on utilisait avant pour cacher la prothèse, maintenant on utilise de la graisse qui donne voilà, cet aspect beaucoup plus naturel de la reconstruction, qui est donc injecté lors de la deuxième intervention, de la deuxième chirurgie, quand on est à l'étape des retouches, des raffinements. Autre chose aussi, pendant longtemps, on n'avait pas de possibilité de maintenir la prothèse sur le sein, sur la paroi thoracique, autrement qu'en utilisant un muscle. C'était le seul moyen d'accrocher la prothèse au thorax. Aujourd'hui, on a des outils qu'on appelle des matrices, c'est une sorte de filets résorbables qui permettent de refixer la prothèse sur la paroi thoracique, là où on veut qu'elle soit, pour éviter qu'il y ait un déplacement secondaire, pour limiter la tension sur l'enveloppe cutanée et permettre une cicatrisation rapide avec moins de risque de complications. Donc, c'est l'intégration de ces nouveaux outils, ces nouvelles techniques de chirurgie qui font qu'on peut réaliser aujourd'hui des reconstructions prépectorales avec, pour les patientes, un bénéfice énorme en termes fonctionnels. Anatomiquement, le muscle pectoral, il est fait pour être sur la cage thoracique, il n'est pas fait pour couvrir une prothèse. Donc le fait de respecter cette anatomie du muscle, c'est un impact considérable en termes fonctionnels pour les patientes. Elles n'ont pas une sensation permanente de tension sur le sein, elles ont la possibilité de faire des exercices physiques, du sport sans être gênées par la rigidité de la prothèse. Et ça fait une vraie différence en termes de confort pour les patientes. Et ça, on s'en est aperçu aussi dans les suites opératoires, puisque le fait de positionner la prothèse directement devant le muscle, ça évite un temps de dissection du muscle, donc ça fait des chirurgies qui sont beaucoup plus courtes, et les patientes, elles ont moins de gêne, d'inconfort juste après l'intervention, parce que la mobilité du thorax et d'épaule est totalement respectée. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages à opter pour cette stratégie d'une reconstruction prépectorale, surtout que ça peut être réalisé pour un grand nombre de patientes. Et donc ça, c'est une technique qui se met en place voilà, progressivement dans des centres en France. Il y a de plus en plus de centres qui réalisent ces techniques. Et même si après le premier temps de la reconstruction, forcément, comme la prothèse est directement sous la peau, le contour peut être très visible, et on sait qu'avec les injections de graisse complémentaires, on pourra noyer cette prothèse dans la graisse et donner un résultat plus esthétique. Donc c'est quelques exemples de reconstruction prothétique. Donc c'est une patiente ici
qui avait un cancer du sein à droite. Donc, on a choisi de faire une mastectomie par voie sous-mammaire. Donc, la cicatrice est cachée dans le pli sous le sein. On a eu la possibilité de conserver le mamelon laréole puisque les lésions cancéreuses étaient situées très à distance du mamelon laréole. Et donc, on a remplacé le volume par la prothèse qui était positionnée directement devant le muscle. Donc, on voit ici, après le premier temps de la reconstruction, qu'il y a une sorte d'empreinte. On voit un tout petit peu le contour de la prothèse sur la partie haute du sein. Et donc, on pourra faire des injections de graisse complémentaires pour rendre la prothèse moins visible. Quand on choisit une reconstruction par prothèse, comme on utilise un corps étranger, potentiellement, ça peut entraîner une légère asymétrie de rendu entre les deux côtés, entre le sein naturel qui sera plus souple, un peu plus tombant, et le sein reconstruit qui sera un peu plus rigide, un peu plus ferme. Donc ces reconstructions prothétiques, elles peuvent aussi être proposées en cas de reconstruction bilatérale, comme ça le rendu, en termes de souplesse, de volume, de contour de sein est beaucoup plus symétrique. Donc ça, c'est une patiente qui avait une indication de chirurgie prophylactique, donc une ablation du sein à visée préventive en raison d'une mutation BRCA1, et on savait que pour cette patiente, il n'y aurait aucun traitement complémentaire puisqu'elle n'avait pas de cancer, donc la chirurgie serait réalisée seule sans risquer d'être abîmée par la radiothérapie. Donc chez cette patiente, elle a eu juste un premier temps avec la mise en place des prothèses, et même si on voit un tout petit peu le contour de la prothèse, elle n'était pas demandeuse de retouche, donc elle a eu qu'une seule intervention. Autre exemple, donc là, un cas différent où la lésion était située derrière le mamelon laréal, donc on n'avait pas pu conserver le mamelon laréal, donc vous voyez le sein est lisse en fait, il y a une seule cicatrice qui est au milieu du sein, qui permet de retirer le mamelon laréal, et chez cette patiente, on a opté pour l'option de la prothèse avec une symétrisation de l'autre sein, donc on a remis une petite prothèse de l'autre côté pour équilibrer la forme et le volume des deux seins. Dans certains cas, on est amené aussi à utiliser des prothèses provisoires qu'on appelle des expandeurs. Ça correspond à quoi? C'est en fait une poche de silicone, avec une enveloppe de silicone, qui est remplie par du sérum physiologique de l'eau. Et cette poche, on peut en faire varier le volume en injectant de l'eau directement dans une valve métallique qui est dans la membrane de la prothèse, et on peut regonfler l'expandeur à distance. Donc ça, c'est des techniques d'expandeurs qui étaient utilisées pendant de nombreuses années. Donc ça permettait potentiellement de faire le premier temps de reconstruction en évitant toute tension sur l'enveloppe cutanée du sein. Donc on l'utilisait surtout chez les patientes qui avaient plus de risques de nécrose cutanée, de complications post-opératoires. Et donc, au fur et à mesure de la cicatrisation, quand la peau récupère la mastectomie, progressivement, on peut réinjecter du sérum physiologique, de l'eau, dans la prothèse pour réétirer la prothèse. Et lors de la deuxième intervention, on choisit soit de remplacer cette prothèse provisoire par une prothèse définitive en silicone, soit de remplacer l'expandeur par un lambeau, par les tissus de la patiente. Mais cette contrainte de l'expandeur, c'est que il faut que la patiente elle revienne en consultation 1, 2, 3, 4 fois pour que progressivement on puisse regonfler la prothèse et regonfler le sein. Et donc ça, ça prend du temps, ça peut être stressant, il y a des risques infectieux. Donc c'est vrai que c'est une option qu'on privilégie pas trop. On préfère opter plutôt sur des prothèses définitives en silicone. L'autre option, on l'a vu, c'est de reconstruire le sein avec les propres tissus de la patiente. Donc on peut réfléchir où il y a des tissus annexés au niveau du corps et transférer ces tissus au niveau du sein pour remplacer la glande mammaire par de la peau et de la graisse. Le gros avantage de cette technique, c'est que c'est une reconstruction qui est définitive. C'est les propres tissus de la patiente qui vont vieillir avec la patiente. Le sein, il sera naturellement souple, il sera naturellement chaud et potentiellement, il peut y avoir une réinnervation secondaire des tissus qui permettent aux patientes de retrouver une certaine sensibilité. Et souvent, les patientes optent pour cette stratégie parce qu'elles veulent pas de corps étranger, elles veulent pas être réopérées à distance pour changer une prothèse en silicone. Donc, c'est des techniques qu'on fait très régulièrement pour les patientes, mais c'est une technique définitive, donc entre guillemets, on le fait une fois et après on peut pas le refaire, quoi. Donc c'est un choix qui est pris par la patiente, soit dès le premier temps, au moment de la reconstruction immédiate, soit lors d'un second temps, quand on remplace la prothèse par une reconstruction définitive. Donc il se trouve qu'on a pas mal de sites donneurs au niveau du corps, ça peut être le dos, le ventre, la fesse, la cuisse. Le choix du site donneur, il va vraiment dépendre de la morphologie de la patiente et de là où elle veut qu'on cache sa cicatrice. Donc il y a des patientes qui tiennent absolument à ce que le dos soit intact, d'autres qui veulent pas qu'on touche au ventre, voilà, c'est très personnel. Et du coup, le travail est fait avec le chirurgien pour choisir où est le meilleur site donneur. Et dans certains cas, en fonction des patientes, du volume du sein qu'on a reconstruit et puis des zones, des réserves graisseuses, on peut aussi parfois proposer des reconstructions par lipofilling exclusives, c'est-à-dire qu'on fait que des injections de graisse qui progressivement peuvent permettre de retrouver un certain volume au niveau du sein.
Donc, encore une fois, le plus important quand on choisit cette option, la reconstruction avec ses propres tissus, c'est de respecter la demande de la patiente. Il ne faut pas imposer un site donneur. En fait, il faut vraiment que ce soit la patiente qui choisisse ce site donneur. Être précautionneux sur la zone qu'on va opérer, parce que le but, c'est qu'il n'y ait aucune séquelle fonctionnelle sur le site donneur. C'est-à-dire que la patiente, elle accepte souvent assez bien qu'il y ait une cicatrice si elle est cachée dans les plis naturels, mais par contre, elle vivra très très mal si la zone où on a prélevé les tissus est douloureuse et si tous les jours elle est gênée par cette zone du site donneur, quoi. Donc l'obsession du chirurgien, ça va être de préserver le site donneur pour limiter au maximum le risque de douleur ou d'inconfort là où on a prélevé les tissus. Donc un des sites donneurs, c'est éventuellement le dos. Donc on peut être amené à faire un prélèvement au niveau du dos qui peut être de différents types. Ça peut être de la peau, de la graisse et le muscle grand dorsal. Parfois c'est que une partie du muscle, de la peau et la graisse. Et parfois on fait aussi un prélèvement que de la peau et de la graisse du grand dorsal. Donc le choix de la technique de grand dorsal, elle va dépendre du volume de sein qu'on a à reconstruire, de la morphologie de la patiente. Quand il manque du volume au niveau du dos, quand on sait que au niveau du dos, il n'y aura peut-être pas assez pour reconstruire le volume qu'on veut au niveau du sein, ben on va pouvoir compenser ça en faisant des injections de graisse complémentaires. Donc pendant la même intervention, on peut injecter de la graisse directement dans le muscle ou dans les tissus de la paroi thoracique pour, on va dire, gonfler le sein, optimiser le temps de la reconstruction. Mais il est vrai qu'il est quand même de moins en moins fréquent d'avoir à utiliser une prothèse en complément du grand dorsal. Comme on a cette possibilité d'injecter de la graisse, mais en fait, le volume d'une prothèse en silicone, qui est un corps étranger, qui a quand même pas mal de contraintes, il est plus utile en fait. Donc on fait quand même beaucoup moins de reconstruction par grand dorsal et prothèse. Souvent, c'est des reconstructions par grand dorsal et injection de graisse. Donc, quelques exemples de reconstruction immédiate avec le grand dorsal. Donc, chez cette patiente qui présentait donc une récidive après une tumorectomie du sein à gauche, on a fait la mastectomie complémentaire par une cicatrice dans le pli sous le sein. On a pu garder toute l'enveloppe cutanée et vous voyez que pour la patiente, en fait, le contour du sein a été complètement respecté et que la cicatrice de la mastectomie, elle est cachée par le pli naturel et on ne voit pas de cicatrices supplémentaires. Les seules cicatrices qu'on voit sur le sein, c'est les cicatrices de la tumorectomie initiale. Un autre exemple, donc d'une patiente pour laquelle il y avait l'indication de faire cette mastectomie, c'était pour des lésions de carcinome in situ qui étaient situées derrière le mamelon latéral. Donc chez cette patiente, on ne pouvait malheureusement pas garder le mamelon latéral. Et donc on a utilisé la peau du grand dorsal, donc la peau prélevée au niveau du dos, pour reconstruire le rond de l'aréole. Et dans un second temps, alors sans doute une injection de graisse complémentaire et la reconstruction du mamelon avec un tatouage de l'aréole. Et vous voyez que chez ces patientes, si on place correctement la cicatrice au niveau du dos, si on respecte les plis naturels du dos, ces cicatrices, elles sont relativement discrètes et elles sont surtout cachées par les sous-vêtements, par les bretelles du soutien-gorge. Donc, en termes de séquelles, c'est quand même peu invasif et il y a peu de déformations au niveau du corps. Un autre site donneur qui est de plus en plus utilisé, c'est le ventre. On peut prélever en fait l'excès de peau et de graisse qu'on a tous entre l'ombilic et le pubis. Et c'est ce volume de tissu, donc que de la peau et de la graisse, qui peut recréer le volume du sein. Donc quand on choisit cette stratégie, c'est ce qu'on appelle le lambeau de Dieppe. On va prélever les vaisseaux nourriciers du Dieppe à l'intérieur des muscles. On va garder le muscle et son innervation au niveau abdominal pour limiter toutes les séquelles sur le ventre. Ça veut dire qu'en dehors de la cicatrice dans le pli abdominal inférieur, comme le muscle de la paroi thoracique est totalement respecté, il y a peu ou pas de séquelles fonctionnelles, il n'y a pas de gêne ou de douleur chronique pour les patientes. Donc ce volume de tissu est transféré au niveau du sein, il est reconnecté au niveau des vaisseaux du thorax, les vaisseaux mammaires internes, et donc c'est ce volume de tissu qui va être revascularisé, qui va pouvoir s'intégrer dans la loge de la mastectomie. Donc on peut utiliser cette technique pour plein d'indications, qu'on conserve ou pas le mamelon latéral, qu'on le fasse par voie périaréolaire ou voie sous-mammaire. Et vous voyez que du coup le rendu du sein est très naturel parce que c'est les propres tissus de la patiente, c'est que de la peau et de la graisse, et donc c'est un rendu qui est très proche d'un sein naturel. On le fait à la fois pour des chirurgies de cancer du sein, pour des mastectomies thérapeutiques, mais aussi pour des chirurgies préventives. Chez cette patiente, on avait l'indication de faire une mastectomie prophylactique, on a choisi de faire une reconstruction sans corps étranger, donc les deux seins ont été reconstruits avec les tissus prélevés sur le ventre. Dans certains cas, quand il n'y a pas de réserve sur le dos, quand il n'y a pas de réserve sur le ventre, on peut aussi prélever des tissus sur la face interne de cuisse. Dans ces cas-là, il y a deux types de prélèvements qui peuvent être réalisés. Ça peut être soit un prélèvement des muscles de la cuisse, qu'on appelle le muscle gracile, avec la peau et la graisse en regard. C'est le lambeau de gracilis qui est de la même manière que le diapre déconnecté de la cuisse pour être reconnecté au niveau du sein.
soit éventuellement une autre variante qu'on appelle le lambeau de pape. Et dans ce cas-là, en fait, on prélève que la peau et la graisse, on n'a pas besoin de prélever le muscle. Donc le choix entre les deux techniques, le grasse lisse ou le pape, se fait vraiment en fonction de l'anatomie de la patiente. Donc on fait un scanner pour voir comment sont les vaisseaux nourriciers et on choisit en fonction la meilleure option entre le grasse lisse et le pape. Donc ça, c'est des reconstructions qu'on fait souvent chez des patients qui n'ont pas forcément un très gros volume mammaire et qu'on privilégie éventuellement dans les cas de reconstruction bilatérale chez les patients jeunes parce qu'il n'y a souvent pas beaucoup de réserve sur le ventre, pas beaucoup de réserve sur le dos et finalement la seule zone où il y a un peu de laxité, c'est la face interne de cuisse. Donc ça peut être une bonne indication, cette technique, pour des mastectomies prophylactiques chez les patients jeunes. Et vous voyez que la cicatrice, elle est cachée dans le pli naturel de la face interne de la cuisse, donc cette cicatrice qui est facilement cachée par les sous-vêtements et qui n'entraîne pas de gêne ou de visibilité importante. La dernière technique de reconstruction avec ses propres tissus, c'est l'autogreffe de graisse, donc le lipofilling. Donc le principe, c'est tout simple. En fait, on va aspirer la graisse par une canule de lipoaspiration, donc c'est comme une lipoaspiration esthétique, et cette graisse, en fait, on va la purifier, on va retirer l'huile, le sang, on va garder que la graisse pure, et on va pouvoir utiliser cette graisse pour reconstruire le sein. Donc cette technique, elle peut être utilisée soit en reconstruction par lipofilling exclusif, c'est-à-dire qu'on n'utilise que les injections de graisse pour reconstruire tout le volume du sein, ou alors on va utiliser cette graisse en complément des autres techniques, c'est-à-dire en complément d'une prothèse ou en complément d'un lambeau. Donc voilà, ça va dépendre de chaque patiente, mais c'est quelque chose qu'on fait très fréquemment parce que ça améliore énormément la qualité des reconstructions pour les patientes. Et donc dans certains cas, si on a un volume de sein à reconstruire qui est pas trop important, si la patiente a suffisamment de zone donneuse, on peut faire plusieurs injections de graisse et progressivement remplir entre guillemets l'enveloppe cutanée du sein pour progressivement retrouver le volume du sein. L'idéal pour ces reconstructions par lipofilling exclusive, c'est les patientes qui n'ont pas de traitement complémentaire, pas de radiothérapie. C'est dans ces situations, on a le maximum de souplesse, de laxité de tissu, et c'est dans ces situations où on sait que la graisse va bien s'intégrer. Mais effectivement, quand il y a de la radiothérapie, les tissus sont trop abîmés, c'est rare qu'on puisse faire des reconstructions par lipofilling exclusif après radiothérapie. Et puis on peut utiliser aussi ces techniques de lipofilling exclusif pour des cas de chirurgie prophylactique. Donc si une patiente n'a pas forcément un volume mammaire assez important, qu'elle a suffisamment de zone donneuse ailleurs, on peut faire que des injections de graisse pour recréer le volume du sein. Donc là, c'était le panorama en fait des différentes techniques de reconstruction, donc à la fois par ses propres tissus et les techniques de reconstruction prothétiques. Et il faut savoir qu'il y a plein de voies de recherche en cours sur ces nouvelles techniques de reconstruction. Donc c'est surtout des voies de recherche en essayant d'amplifier la graisse ou de stocker la graisse. Donc il y a des techniques où on peut faire des lipoaspirations extensives, où on garde de la graisse stockée et on fait des réinjections progressives sous anesthésie locale. Il y a aussi des situations où on essaie d'amplifier des adipocytes chez les patients qui n'ont pas beaucoup de réserve pour recréer des grands volumes de graisse à réinjecter. Et puis, il y a des études qui sont en cours, et notamment une qui va sortir bientôt, sur l'utilisation de matrices. C'est une sorte de cage qu'on peut positionner au niveau du sein, à l'intérieur de laquelle on va glisser des propres tissus de la patiente qui vont pouvoir se réexpandre pour recréer le volume du sein. Donc, il y a une très grande richesse des travaux de recherche sur la reconstruction mammaire actuellement. Voilà, c'était tout pour cette présentation sur la reconstruction immédiate. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, alors merci beaucoup, docteur Lemarie. On a appris énormément de choses grâce à cette présentation. On a pas mal de questions. On va en prendre juste 2 parce que le temps file très vite et qu'on veut aussi donner la parole à notre kiné et à nos patientes. Une question en fait toute simple, c'est finalement, est-ce que si on propose une reconstruction immédiate, on risque d'avoir un temps de convalescence plus long? Est-ce que ça, parce qu'en fait il y a un peu tout en même temps, donc dans la tête on se dit c'est peut-être plus compliqué. Parfois, typiquement, on peut avoir un lymphocèle, etc. Donc ça peut être une préoccupation. Voilà. Est-ce que les suites opératoires sont augmentées, la convalescence augmentée? Alors oui, le fait de faire un geste de reconstruction immédiate, ça rend la chirurgie plus compliquée parce que du coup on rajoute un temps opératoire. Donc en ça, oui, il peut y avoir plus de risques de complications, plus de risques, je sais pas, d'hématomes, d'infections, de retard de cicatrisation. Donc oui, ça rend la chirurgie plus compliquée. Alors c'est pas pour autant que la convalescence est beaucoup plus longue, mais potentiellement il y a plus de complications. Et donc c'est pour ça que c'est très important de bien sélectionner les patientes et de bien dépister les facteurs de risque de complications pour vraiment choisir les bonnes candidates, que la patiente elle ait bien conscience, voilà, de ce que ça implique de fumer, de ce que ça implique d'avoir un diabète pas équilibré, parce que du coup, voilà, il faut qu'elle soit alertée sur le risque que ça se passe pas bien, et c'est comme ça qu'on choisit avec elle si on retient cette possibilité de reconstruire le sein dans le même temps ou pas.
Et quand il y a une complication, bah, on est proactif, on va tout de suite traiter la complication. On va pas attendre des semaines et des semaines de voir comment ça évolue. Donc on a tendance à retourner au bloc. Si on voit que la peau ne cicatrise pas bien, on va reprendre la cicatrice pour rechanger la prothèse. Voilà, on perd pas de temps, on est actif. Donc ça veut dire un suivi tout à fait spécifique et voilà, une information particulière donnée à la patiente et un suivi très rapproché de comment ça se passe dans ces premières semaines, premiers jours, premières semaines de cicatrisation. Voilà, donc voilà. Donc il faut bien se préparer et finalement il y a aussi cette idée de se préparer à arriver dans la meilleure condition à la chirurgie. Et je le redis parce que vous en avez parlé à plusieurs reprises, mais on a quand même beaucoup de femmes qui fument au moment du diagnostic et le tabac est vraiment une complication sur toutes les problématiques chirurgicales, mais aussi des traitements. Donc c'est vraiment voilà aussi peut-être une idée de s'arrêter. Alors, juste une question sur une nouvelle technique visiblement qui commence à se développer, qui s'appelle le mini dorsal lipofilé. Juste qu'est-ce que c'est que cette technique par rapport au paysage du grand dorsal? C'est quoi mini dorsal? Alors, mini dorsal, ça veut dire qu'on prend pas la totalité du muscle. Donc, on prend que la portion antérieure du muscle avec la peau en regard. Donc, le fait de pouvoir utiliser de la graisse en complément, de faire des injections de graisse, ça permet de prélever peut-être moins de tissu au niveau du dos. Donc, on associe des techniques entre elles, injection de graisse et prélèvement du niveau du dos pour restaurer le même volume. Après, il faut se méfier, mini dorsal, ça veut pas dire mini-chirurgie. Ça reste quand même une chirurgie invasive. Il y a la cicatrice sur le dos, la cicatrice sur le sein. Mais voilà, chez certaines patientes, ça peut être indiqué de prélever qu'une portion du muscle. Merci beaucoup, docteur Lemarie. Alors, on a des questions aussi sur la reprise de l'activité, etc. Donc ça, je pense que Madame Garot va nous répondre, éclaircir tout ça. Alors, Madame Garot, je vais mettre vos slides. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler quelle est la version? C'est bien la 1? Votre micro est fermé. Pardon, la première, oui. Ok. Donc, voilà. Par contre, vous pouvez juste me dire comment je les avance avec la petite flèche? Ouais, oui, en cliquant sur la flèche. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à mon réseau Cancer du Sein de m'avoir invité. Je suis ravie de pouvoir vous parler du rôle du kiné dans la reconstruction mammaire immédiate. Parce que c'est quelque chose qu'on voit quand même de plus en plus souvent, et c'est bien. Alors, quel kiné choisir? Alors, à mon sens, il faut vraiment faire attention à essayer de se trouver un kiné spécialisé, formé, parce que on verra plus tard qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont spécifiques dans cette prise en charge, sur tous les points de vue. Pour ça, vous pouvez vous aider de réseaux. Il y a un très grand réseau qui marche bien, qui s'appelle le réseau des kinés du sein, le RKS. Donc, vous avez la petite image ici, qu'on va vous mettre en lien, je crois. Voilà, grâce à ce réseau, vous vous mettez sur Internet et ils vont vous trouver le kiné le plus près de chez vous, formé en scénologie. Quand aller voir le kiné? Alors, notre rêve à nous kinés, ce serait que toutes les patientes viennent nous voir en préopératoire. C'est assez rarement le cas. On essaye d'œuvrer pour que ça se passe. Alors c'est vrai que dans le cadre de la reconstruction immédiate, on sait que le temps est court, surtout quand il n'y a pas eu de chimio néoadjuvante. Il se passe quelques semaines entre l'annonce de la maladie et la chirurgie, donc c'est court. Il y a beaucoup d'examens à faire, donc on sait qu'ils n'ont pas forcément le temps. Mais si possible, si on peut les voir, c'est très intéressant. Je vous expliquerai pourquoi. Sinon, eh bien, on voit les gens assez rapidement en post-opératoire dans la première semaine, en général. Alors, l'intérêt du bilan préopératoire. J'insiste un peu parce que c'est quelque chose que nous, on apprécie beaucoup. Pendant ce bilan, on va déjà prendre contact avec la patiente. On va pouvoir discuter avec elle, on prend le temps. En général, c'est des consultations qui durent à peu près 1 heure. Et en dehors du fait de faire éventuellement un bilan très important de la patiente, de savoir comment elle va, d'où elle part, si elle avait des problèmes avant, c'est évident que si elle avait un problème d'épaule notamment du côté opéré avant l'intervention, bah ça va compliquer les choses et le fait de l'avoir vu avant, ça va permettre de nous faire la part des choses de ce qui était avant et de ce qui a été apporté par la chirurgie. On va avoir donc ce temps de réponse aux questions parce que, mine de rien, il a été étudié que à l'annonce du cancer, les femmes en retiennent à peu près 30% en moyenne de ce que leur dit l'oncologue ou le chirurgien.
Donc, c'est très peu. Et ben, dans les 70%, et elles sortent de là, elles ont plein de questions. Alors, pas forcément des questions sur la kiné, même plutôt pas beaucoup sur la kiné, parce qu'elles savent même pas que ça existe en général, mais sur tout le reste, la maladie, les traitements, et puis cette chirurgie reconstruction immédiate qui rajoute des questions. Donc, je reviens sur le fait d'avoir un kiné formé, parce que c'est vraiment très important d'être armé face à toutes ces questions. Et plus on arrivera à répondre, plus la patiente, elle adhérera à nos propos, parce que elle verra qu'on sait de quoi on parle. Donc on va se dire, ah, tiens, elle a l'air de savoir de quoi elle parle, je vais peut-être plus faire ces exercices. Elle sera plus convaincue. Donc l'observance de nos conseils sera encore meilleure. Donc par rapport aux conseils, dans cette consultation préopératoire, il va être le bon moment aussi pour leur expliquer ce qu'elles vont pouvoir faire en post-opératoire immédiat, vraiment immédiat, c'est-à-dire dès le lendemain de l'intervention. On va leur dire tout un tas de petites choses qu'elles peuvent faire, qu'elles n'ont pas à garder le coude au corps, à rester coincé comme ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et donc là, ça va être l'objet de la slide suivante. On va leur apprendre notamment à lutter contre quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les femmes. C'est une attitude de protection du sein, c'est-à-dire une attitude avec le moignon enroulé comme ça vers l'avant, pour protéger la zone meurtrie, et qui donne plein de problèmes quand elle s'installe. Donc on cherche dès le début à lutter contre ça. Donc là, je vous ai mis une petite série d'exemples d'exercices que l'on peut proposer en post-opératoire immédiat, pour quel que soit le type d'intervention, que ce soit une prothèse ou un lambeau. Donc, ces petites images sont tirées d'un livret qui est en accès libre sur le site du RKS pour les patientes. Elles peuvent le télécharger. Il peut aussi être commandé dans les hôpitaux, et les hôpitaux parfois peuvent le commander sur le site et le distribuer aux patientes. Ou même les kinés en libéral. Moi, je les distribue aux patientes. Donc, vous voyez, ici, il y a une petite sélection. Donc, on a des exercices toujours respiratoires. On parlera de la respiration qui est très importante. Des exercices pour les épaules, pour apprendre à baisser les épaules, pour apprendre à resserrer les épaules en arrière, sortir cette poitrine pour éviter de s'enrouler. Des mouvements, comment on peut faire pour bouger son bras vers la hauteur, vers l'extérieur. Ça va être, on peut faire plein de choses. Il faut juste pas faire des mouvements trop rapides et répétitifs, parce que ça aurait des conséquences néfastes, mais faites des grands mouvements amples tous les jours pour garder l'amplitude, c'est très important. Voilà. Et toujours ce discours sur l'attitude de protection du sein, comme on appelle cette attitude d'enroulé d'épaule. Par intervention, donc le docteur Desmaries vous a parlé des prothèses, des gants dorsaux, du DIEP, du lipofilling. Il y a des petites choses un peu différentes qu'on va dire en fonction de l'intervention qui est prévue. Donc sur les prothèses, on va être vigilant sur la posture dorsale, parce que quand on pose quelque chose sur le thorax, ça va quand même avoir une influence sur toute la zone thoracique et dorsale. Pour un gant dorsal, on va bien expliquer à la patiente que la cicatrice elle est postérieure, donc il faut pas se tenir tout enroulé comme ça, parce que ça va tirer sur la cicatrice. Sur un DIEP, donc le lambeau abdominal, ça va être un petit peu le même principe, mais par rapport au ventre, c'est-à-dire que une grande cicatrice comme ça qui coupe le ventre, si la personne laisse son ventre tomber en avant, et ben ça va tirer sur la cicatrice, risquant de rendre la cicatrisation plus difficile. Donc on va prendre une position gainée, toujours rentrer un peu le ventre pour que ça ne tire pas sur la cicatrice. S'il y a une prévision de lipofilling, un expander, ça va être un peu la même chose que sur la prothèse. S'il y a un lipofilling, on va essayer de voir la personne très rapidement pour la soulager de la zone prélevée, parce qu'on a des techniques de drainage qui marchent bien pour soulager des hématomes et des œdèmes. Plus généralement parlant, après une reconstruction immédiate, qu'est-ce qu'on va chercher à obtenir, quelle que soit la reconstruction, encore une fois, prothèse, lambeau ou lipofilling, on va toujours travailler avec l'aide de la respiration. C'est quelque chose qui est primordial pour nous, parce que la respiration, ça permet bien sûr une détente générale, ça permet une oxygénation rapide des tissus, ça permet un meilleur drainage de la zone, et voilà, ça amène plein de choses intéressantes, et puis ça permet aussi en tout début post-opératoire de mobiliser les tissus et la cicatrice de façon très douce, mais très intéressante. La lutte contre la technique de production du sein, je crois que vous avez compris, c'est vraiment notre cheval de bataille. On va bien sûr énormément insister sur les exercices actifs, beaucoup passifs un peu, de récupération d'amplitude de l'épaule, parce qu'on garde en ligne de mire toujours que très rapidement va intervenir la radiothérapie. Or, en radiothérapie, il faut pouvoir se tenir comme ça et rester comme ça de façon confortable. Donc là, nous, kinés, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va beaucoup insister. Beaucoup de travail de l'épaule, beaucoup de travail à domicile. Il y aura
vraiment un travail à faire de la patiente. Donc, il faut qu'elle soit observante, donc il faut qu'elle ait confiance en ce qu'on lui demande de faire. On va intervenir s'il y a des petits accidents post-opératoires assez fréquents. Souvent, on n'a pas parlé des gestes axillaires, mais souvent, il y a un ganglion sentinelle, au pire un curage. Mais il peut y avoir des petits accidents post-opératoires comme des cordes lymphatiques qui vont venir rendre douloureux les mouvements, ou alors des petites lymphocèles, des écoulements de lymphe. Ça, on va s'en occuper, on va les prévenir par des mouvements, on va les traiter si elles arrivent. Globalement, la rééducation ira toujours vers plutôt un étirement des plans antérieurs musculaires et un renforcement des plans postérieurs pour une bonne posture. Peu à peu, dans le temps, on va aller, et le plus rapidement possible, vers une rééducation très globale avec des mouvements qui vont intéresser tout le corps, qui vont remettre en confiance la personne dans son corps en entier, dans l'appui de son bras au sol, parce que des fois les femmes ont peur de poser leurs bras, peur de s'en servir, peur de s'appuyer sur leur poitrine. Il y a des délais, mais on a le droit de le faire au bout d'un moment. Et globalement, l'idée, c'est que on prépare les femmes à reprendre une activité physique, alors peut-être d'abord dans un cadre adapté, mais à terme, il faudrait qu'elles refassent du sport de façon régulière et de façon pérenne. Point par point, quand on rééduque quelqu'un qui a eu une prothèse ou un expandeur, on va avoir une différence d'approche en fonction de si elle est pré- ou rétropectorale. Le docteur Lemery nous disait qu'effectivement, il y a beaucoup moins de problèmes avec nous, on trouve qu'il y a moins de problèmes avec l'antépectorale parce que on touche pas le muscle pectoral, donc c'est quand même beaucoup plus confortable pour les patientes. Par contre, pour nous kinés, il faut quand même savoir que c'est une prothèse, la prépectorale, que nous, on va pas toucher. Voilà, parce qu'il y a cette histoire de matrice qui est accroché au thorax, qui doit se fondre avec les tissus. Donc, on va travailler tout le reste, on va travailler l'épaule, on va travailler la posture, on va travailler la respiration, mais on va pas toucher au sein pendant 6 semaines. En rétropectoral, par contre, très rapidement, tout en maintenant bien la prothèse vers le bas pour pas qu'elle risque de remonter. On a encore beaucoup de prothèses rétropectorales et on va faire très, très attention à cette histoire de tension et de douleur pectorale et on va s'occuper de tout ça. Sur le gland dorsal, alors en post-opératoire immédiat, on va tout faire pour limiter l'apparition de la lymphocète, qui est un écoulement de lymphe qui est assez fréquent suite à cette intervention. Si elle intervient, bon, on va aider à les diminuer le plus possible. Il y aura un gros travail sur la cicatrice, qui est quand même un peu importante dans le dos, qui doit être non douloureuse, non adhérente, comme disait le docteur Lemery. Il faut que la zone donneuse soit vraiment très confortable. Globalement, sur un gros dorsal, on fera un travail très général de dissociation de ceinture, renforcement, assouplissement du dos pour qu'il n'y ait pas de douleur post-opératoire suite à l'ablation partielle ou totale de ce muscle. On va beaucoup aussi insister pour ces femmes, encore plus pour les autres, qu'elles fassent du sport, mais à vie. Pour le lipofilling, donc cette ingestion de graisse, il n'y a pas grand-chose de particulier, sauf qu'il faut bien faire attention pour le kiné à ne pas toucher le sein, encore une fois, entre 4 et 6 semaines. Il faut éviter que la patiente fasse un sport brûle-graisse ou des régimes, parce que la graisse, elle est là, on l'a mise là, elle va prendre sa place, mais il ne faut pas qu'elle soit sollicitée pour sortir de là. Et si on fait un régime, si on fait du sport intensif, ça peut éventuellement diminuer la quantité de graisse qui va rester sur la place. De notre côté, ce qu'on peut faire, c'est très très rapidement après l'hypofilling, soulager la zone donneuse en faisant des drainages, voilà, éviter les hématomes et l'œdème. Ça soulage bien, c'est intéressant de faire ça. Et ensuite, à terme, s'il y a des zones d'adhération sur la zone donneuse, on peut y travailler. Et puis, s'il y a besoin de remodeler un petit peu avec des massages, le sein, on peut faire ça. Pour finir sur le DIEP, on va faire attention de pas trop mobiliser le sein à cause de cette microchirurgie, donc de greffe vasculaire qui est quand même quelque chose d'incroyable et que voilà, on fait attention de ne pas faire grand-chose sur le sein pendant un certain temps. Ensuite, on va travailler beaucoup sur le ventre pour récupérer à terme une bonne tonicité abdominale et une belle peau. Et sur la cicatrice, pareil que sur le grand dorsal, on a une grande cicatrice, on va la masser, faire attention à ce que ce soit bien souple, non douloureuse, non adhérente. Voilà, bien, j'espère que je vous ai convaincu qu'on avait plein de choses à faire en kiné sur ces patientes et que voilà, nous on essaie de militer pour que chaque femme opérée d'un cancer du sein ait accès à de l'hyganesithérapie. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Anne. Donc, je crois qu'on est convaincus de la préparation à l'opération quand on a l'opportunité de le faire, mais c'est important d'être informé, de savoir
que ça existe et que c'est très utile. Et puis après, bien sûr, de la prise en charge. Alors, il y avait une question parce que vous avez dit que dès le lendemain de l'opération, il était fortement recommandé de consulter le kiné. Il y a une question sur la reprise de l'activité physique adaptée. Est-ce qu'il y a un délai par rapport à cette reprise d'activité physique adaptée qui n'a pas de rapport avec la kiné et les soins que vous apportez? Alors si, c'est en rapport quand même. Alors je reprends point par point. Dès le lendemain, non, on ne voit pas les femmes dès le lendemain. D'une façon générale, après une chirurgie, on attend plutôt 4 à 7 jours. C'est juste pour suite au lipofilling. Ah oui, on va jouer uniquement sur la zone donneuse parce que ça donne quand même des hématomes, des douleurs parfois. On peut améliorer ça, donc il ne faut pas s'en priver. Sur l'activité physique adaptée, alors il y a des délais en fonction des chirurgies. C'est évident que sur un DIEP ou sur un lipofilling, on n'aura pas les mêmes délais. Ce qui est important, c'est d'abord que le kiné vérifie que tout est bien en place pour que ce soit fait dans de bonnes conditions. En fait, moi j'aime bien préparer mes patientes. Je vais vérifier qu'elles ont les amplitudes qu'il faut, qu'elles aient la musculature qu'il faut, qu'elles aient compris un certain nombre de bases de posture pour pouvoir aller faire du sport. Si c'est rapide, je dirais, il vaut mieux aller en activité physique adaptée par des gens qui connaissent un petit peu la pathologie. Après, si le kiné considère que vraiment tout va bien, la patiente était très sportive avant, elle connaît très bien les exercices de gainage, elle sait déjà pas mal de choses et qu'elle a récupéré ses capacités au moins partiellement, elle va peut-être pouvoir la retourner vers son sport assez rapidement. Tout dépend d'où on part, de la connaissance de son corps et de la connaissance et de la sportivité de base de la patiente. Alors, moi j'ai 2 questions. Donc vous avez parlé il y a quand même toute la réalité de la chirurgie avec possiblement donc ce qu'on appelle des lymphocèles, donc cette lymphe qui s'installe, qui peut revenir. C'est pas toujours évident de s'en débarrasser, on va dire. Donc que faire quand elle s'installe un peu et du coup, deuxième question par rapport à ces techniques, certaines équipes utilisent des techniques comme LPG, donc qui viennent renforcer entre guillemets le geste du kiné. Est-ce que c'est contre-indiqué ou pas en reconstruction immédiate ou ça n'a rien à voir? Voilà, quelle est la place est-ce que ça peut aider à résoudre ce problème de lymphocèle, par exemple? Alors, vaste question. Alors, il faut déjà faire la part des choses de la lymphocèle liquidienne, la phase liquidienne. C'est-à-dire que en gros, une lymphocèle, c'est du liquide qui s'écoule dans un endroit qui le recueille. Donc, quand c'est liquidien, on ne va absolument pas faire de la mécanothérapie dessus. D'ailleurs, même globalement, on va pas stimuler cette zone. On va au contraire aller drainer autour et éventuellement mettre une compression sur cette zone pour éviter que les liquides continuent à couler dans cette zone de réception, pour faire simple. Donc, on a des techniques, éventuellement, on peut poser des tapes qui vont venir attirer les liquides loin de cette zone, faire des drainages à distance, mettre de la compression, voilà, il y a des techniques comme ça. Il faut bien voir on a quand même nos limites, il y a des fois où il y a tellement de lymphe qu'il faut prélever, hein, et qu'il faut renvoyer chez le chirurgien qui, lui, décide éventuellement de faire une ponction. Ensuite, il y a la phase d'après, il y a une lymphocèle qui devient indurée, c'est-à-dire elle s'isole par une poche et là ça peut devenir relativement dur, ferme et là nos techniques sont plus les mêmes, c'est-à-dire qu'on va venir essayer d'assouplir cette poche pour essayer que ça s'en aille et qu'elle devienne cohérente. C'est difficile. À partir de là, les techniques de mécanothérapie, LPG ou autres peuvent être intéressantes, mais tout dépend d'où on en est. Voilà. Merci beaucoup. Alors, docteur Lemarie, on a vu qu'il y avait beaucoup de techniques possibles. Et donc, Céline disait que le choix est fait en fonction de la proposition du chirurgien, mais comment savoir en fait ce qui est le plus adapté, prothèse externe, interne, reconstruction immédiate, etc. Vous lui avez répondu, mais si vous pouviez partager avec tout le monde, ça sera encore mieux par oral. Ouais. Effectivement, c'est toute la difficulté d'une reconstruction mammaire, c'est de choisir quelle est la technique le plus adaptée à soi. Et donc, du coup, il faut prendre le temps d'échanger avec le chirurgien des avantages et inconvénients des différentes stratégies. Donc, on discute du plus et du moins pour les prothèses, pour ses propres tissus, que ce soit un lambeau, du lipofilling ou éventuellement de pas de reconstruction. Et en fait, c'est lors de cet échange qu'on arrive avec les patientes à comprendre ce qu'elles attendent de la reconstruction, ce qu'elles recherchent. Est-ce que c'est plus
voilà, un résultat le plus naturel possible? Est-ce que c'est retrouver une silhouette? Est-ce que, voilà, quelles sont leurs attentes? Et en fonction de tout ça, on essaie de les accompagner, de les aider à choisir la technique qui leur correspond le mieux, quoi. Donc, ça prend du temps. C'est pour ça que souvent on répète les consultations. Donc, on fait 1 ou 2 consultations. On invite les patientes à capter des informations complémentaires dans les centres d'information des hôpitaux, les ERI, sur les réseaux, sur toutes les ressources qui seront à leur disposition, parce que ça va les aider à construire un petit peu leur projet. Et c'est toute la difficulté d'une reconstruction immédiate où justement il n'y a pas beaucoup de temps pour construire ce projet. Donc voilà, c'est ça qui fait que c'est compliqué et qu'il y a une pression sur le choix de la technique. Donc du coup, c'est important, voilà, d'être bien accompagné. Il faut garder aussi une chose importante, c'est qu'il y a quand même souvent différents moyens d'arriver à un bon résultat. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui consultent 2 chirurgiens qui ont une proposition complètement différente. Ben, on peut pas dire que les 2 propositions soient mauvaises, en fait. Dans les 2 cas, on peut avoir un bon résultat. Il faut juste trouver la technique qui correspond à l'attente de la patiente, quoi. C'est ça la difficulté. Mais voilà, il y a des chirurgiens qui font différemment et qui ont des bons résultats avec des techniques différentes. Bien, merci beaucoup pour cette réponse. Et c'est vrai que ça fait partie j'allais dire, un peu de l'engagement de mon réseau cancer du sein, et avec cette webconférence notamment, d'avoir un contenu d'information qu'on va pouvoir retrouver pour les patientes qui sont inscrites sur le réseau, mais au-delà, en fait, qu'on va pouvoir retrouver dans les contenus et qui pourront circuler facilement, puisqu'on voit bien qu'il y a un enjeu d'être informé au tout début quand même de son parcours de soins, et on n'est pas encore forcément dans une démarche d'être dans une association de patients ou d'être inscrite sur un réseau, etc. Donc, on souhaite vraiment participer à cette diffusion de l'information. C'est l'occasion de dire que d'ailleurs, dans mon réseau cancer du sein, il y a différents sous-groupes autour des différentes reconstructions pour pouvoir échanger avec des femmes qui ont fait un DIEP, un grand dorsal, un mini dorsal, enfin bref, tout ça, puisque cet échange entre pairs, il est très précieux. Et du coup, on est ravis de retrouver Sandrine et Céline avec finalement peut-être cette question en fin de session, de se dire finalement vous, donc comment vous diriez que ce parcours de reconstruction vous a convenu, en tout cas participe à vous sentir bien aujourd'hui, et quel serait un peu le message que vous voudriez faire passer aux patientes par rapport à cette question précise de choix de technique. Donc peut-être Sandrine en premier et Céline après. Moi, je pense que le message, c'est s'écouter. Alors, effectivement, les chirurgiens sont là pour nous guider, nous donner les avantages, les inconvénients de chaque technique, mais il faut aussi s'écouter. Maintenant, sur le réseau cancer du sein, je prône ce réseau, je ne vais pas dire le contraire, mais on n'a que de la bienveillance et des échanges qui permettent aussi de se poser les questions. Je vois, il y a autant de personnes qui ne souhaitent pas de reconstruction. C'est pas que c'est pas possible, elles en ont totalement conscience, mais elles ne le souhaitent pas. Pour X, Y raison, chacun a son passif, a son vécu, a son... Voilà. Après, il y a l'âge aussi. Ça fait, qu'on le veuille ou non, à 42 ans, je suis mariée. Je n'avais pas l'intention de rester à plat. Ça ne peut pas rentrer dans mon cerveau, ça. Donc, voilà, moi, j'ai eu... le seul inconvénient, c'est que je n'ai pas pu garder le téton et l'aréole. Mais sinon, je suis ravie de l'avoir fait parce que psychologiquement, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, il y a une mutilation du corps. Ce cancer-là, c'est une mutilation du corps, qu'on le veuille ou non, à plusieurs niveaux. Et là où on se sent le mieux, c'est la meilleure chose à faire. Je rebondis pour revenir juste, pour finir sur ce que nous a dit Anne. Nous, on a une pro, Laure voit de qui je parle, sur mon réseau cancer du sein, qui ne fait que de nous parler du réseau RKS. Et je vois qu'il y a une grosse disparité au niveau du territoire, parce que moi, je suis suivie au centre Eugène Marquis, à Rennes. Dans mon enveloppe, en sortant des 3 jours d'hospitalisation, il y avait l'ordonnance pour la kiné, c'est-à-dire que c'est une obligation. Et quand je vois sur le réseau cancer du sein, il y a des gens qui ne savent même pas, le chirurgien n'oriente même pas vers un kiné. Je trouve ça absolument scandaleux d'avoir cette disparité parce que j'ai eu un curage axillaire. Voilà. Moi, j'ai autant de mouvements, j'ai récupéré mon corps en intégralité. Maintenant, j'attends juste le feu vert pour pouvoir passer à une vie normale comme avant.
de ma kiné pour qu'elle me dise bah, c'est bon, tu as récupéré ta mobilité, tu as récupéré ta force, on y va. Et ça, c'est vraiment le message qu'il faut faire le plus diffuser, c'est aller voir votre kiné, allez vite, 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 courez parce que c'est nécessaire, ça fait partie de la guérison. C'est un autre temps. Au centre Jeanne Marquis, le kiné vient dans la chambre d'hospitalisation le lendemain. Moi, j'étais opérée un mercredi matin, le jeudi matin, la kiné elle était là. Hein. Donc, faut pas avoir peur d'avoir mal parce que vous êtes encadré, mais c'est nécessaire pour retrouver son corps, tout simplement. Merci beaucoup, Sandrine. Avec plaisir. Céline? Ben, je confirme que faire des mouvements de kiné le plus tôt possible et bien guidé, c'est hyper important pour conserver la mobilité. Enfin, que ce soit en reconstruction immédiate, en tuméroctomie, enfin toute intervention, il faut bouger, faire des bons mouvements tout de suite pour bien récupérer. Moi aujourd'hui, alors ma reconstruction immédiate a été faite par un grand dorsal. J'en suis hyper contente. Alors je suis pas une championne d'escalade, hein, donc c'est pas une question. Mais sinon, je fais tout normalement aujourd'hui, et c'était il y a 1 an. Et quand j'ai fait donc mon intervention a eu lieu à Montpellier. Quand j'ai fait mes suivis, mes contrôles et tout ça sur Avignon, là où j'ai mon historique médical, des différents intervenants qui ont vu ont fait discrètement waouh. Enfin, et là, j'étais très contente. Je dis, il faut le faire aussi à Avignon, quoi. Allez-y. Qu'est-ce que c'est pas possible pour tout le monde ne le souhaitera pas, mais c'est au moins une proposition à faire et à activer. Alors, je sais pas. Moi, je peux juste montrer le résultat et dire que ça s'est très bien passé, que j'en suis très satisfaite. J'ai eu de la chance aussi que ça se passe bien, hein, mais j'en suis consciente. Mais ça se tente, quoi. Quand ça peut marcher, il faut le tenter. Parce que moi, tout le monde survit à la mutilation, hein, mais psychologiquement, c'est beaucoup plus dur, je pense. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est parce que vous l'avez toutes les deux dit, le fait d'avoir une reconstruction immédiate, ça ne veut pas dire qu'on fait semblant de ne pas avoir vu qu'on avait un cancer du sein et qu'on nous enlevait le sein. Non, il y a vraiment le deuil de son sein, j'allais dire naturel, mais finalement des étapes qui sont proposées et pour avoir vécu quelque chose de différent, puisqu'à l'époque ça ne se faisait pas, le fait de pouvoir regarder l'enveloppe naturelle de son sein, et pour certaines d'entre vous, garder l'aréole et le mamelon, c'est vraiment une proposition extrêmement importante pour les femmes, parce que ça change tout quand même dans la vie, dans le look de sa poitrine, etc. Du coup, docteur Desmaris, je voudrais vous poser une question. Il y a quelques années, vous étiez pionnier un Paris-Brest rendez-vous pour partager avec vos collègues la formation des jeunes chirurgiens des techniques. Comment vous avez souligné aussi le fait que ce type de technique était quand même en cours de diffusion, mais pas proposé de façon extrêmement importante partout, en tout cas pas du tout de la même façon. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, au niveau professionnel, pour, j'allais dire, mesurer l'impact de ces techniques, pour, j'allais dire, renforcer le fait que visiblement c'est plutôt positif dans les parcours de soins, mais aussi faire en sorte que plus de chirurgiens puissent le proposer? En fait, on travaille à différents niveaux. Déjà, on organise des formations, des enseignements universitaires, un DU de formation sur la chirurgie du sein et la reconstruction mammaire. Donc, tous les ans, on reçoit 70 chirurgiens qu'on accompagne, qu'on forme sur ces techniques de reconstruction. On organise des ateliers, des workshops sur les techniques de reconstruction par prothèse, et on communique dans les congrès ou par le biais de publications pour montrer les résultats, pour rassurer sur les complications, la gestion des complications, et souligner le bénéfice pour les patientes en termes esthétiques et fonctionnels. Donc on prêche la bonne parole. Donc tous les chirurgiens sont volontaires pour avancer dans cette voie, évidemment, et c'est vrai que ça prend du temps. Il y a plein d'équipes hyper pointues, hyper compétentes quand même partout en France. Il y a plein d'endroits où on peut le faire et c'est très très bien fait. Mais on sait qu'il y a encore des marges de progression importantes. Et la particularité aussi, c'est que c'est une activité qui est partagée par différentes spécialités, des chirurgiens gynécologues, des chirurgiens cancérologues, des chirurgiens plasticiens. Donc, il peut y avoir des approches un peu différentes dans les pratiques,
Donc, on essaie d'homogénéiser les pratiques et de diffuser ces techniques. D'accord. Et juste pour finir sur ce sujet, est-ce que, un peu comme il y a un réseau RKS où qu'on peut facilement nous recommander à toute patiente pour que quelle que soit sa région, elle puisse voir si dans son secteur il y a donc des kinés formés. Est-ce que vous avez entre guillemets un réseau de professionnels qu'on peut, j'allais dire, proactivement un petit peu consulter, savoir un petit peu vers qui se tourner, parce que c'est pas forcément facile pour la patiente. Quand elle est au début de son parcours de soins, voilà, elle est passée du radiologue qui lui a dit allez consulter le chirurgien ou l'oncologue. Bon, déjà, on est quand même dans une période psychologique qui est pas évidente. C'est pas forcément évident d'être proactive et de trouver un professionnel, j'allais dire spécialisé sur ce type de chirurgie. Alors absolument, c'est pas évident. En mars dernier, l'ARS, l'HAS a publié en fait un rapport sur la reconstruction mammaire avec un outil en ligne qui permet de repérer autour de soi l'offre de soins en termes de reconstruction, en fonction des techniques de reconstruction. Donc c'est un outil qui peut être utile si par exemple on cherche une reconstruction spécifique avec le ventre, une reconstruction par Dieppe ou le grand dorsal ou l'autogreffe de graisse, bref, c'est des ressources en ligne qui permettent de voir où est-ce que ces gestes sont réalisés et donc où est-ce qu'on peut être pris en charge. Donc je pourrais éventuellement mettre le lien dans le fil de discussion dans le chat. Donc c'est un bon moyen de savoir où aller. Et puis après, il y a mon réseau cancer du sein, parce qu'il y a des échanges qui sont faits sur les différentes techniques. Donc, les patientes, elles peuvent être mises en lien les unes avec les autres, informées, voilà, ça se fait à tel endroit, par tel chirurgien. Il y a le bouche à oreille quand même qui joue pour aller trouver la bonne personne et savoir où les choses se font, quoi. Vous parlez de la plateforme Reconstruction mammaire, de la réflexion à la décision, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. Ah, d'accord, j'ai mis le lien du coup. Merci. Et du coup, on le relaie aussi dans nos ressources du réseau. Donc, en tout cas, c'est intéressant de voir que c'est aussi sur cette partie-là, au-delà des explications qui peuvent être données, il peut y avoir une facilitation du repérage des spécialistes. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a quand même fait un peu le tour. Est-ce que vous avez un dernier mot clé pour avant de nous quitter? Anne, je vous en prie. Le micro, Anne. J'enlève le micro. Non, mais moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Je suis ravie d'être là et j'espère que ça aidera les patientes surtout celles qui ont ces fameuses 2-3 semaines de réflexion. C'est terrible, c'est très court et c'est bien qu'elles aient des outils comme ça sur lesquels elles puissent s'informer. Je trouve ça très bien. Moi, je voulais vous remercier parce que c'est hyper utile ce type de conférence. Ça apporte beaucoup d'informations, je pense, aux patientes qui sont parfois un peu perdues, isolées dans ce parcours compliqué. Donc, bravo et un grand merci d'avoir organisé ça. Et c'est génial que ce soit accessible aussi en différé parce que voilà, on aime bien revenir sur les échanges, réfléchir. Donc, du coup, voilà, ça aide beaucoup les patientes à avoir ce type de support et c'est des supports que moi je partage en consultation, donc souvent je mets le lien vers mon réseau cancer du sein pour que les patientes elles puissent aller à l'information et trouver le temps de réfléchir et de choisir la bonne technique. Donc bravo et un grand merci d'avoir mis tout ça en place. Merci. Sandrine, Céline, est-ce que en tant que patiente qui est passée par toutes ces étapes, est-ce que vous voulez dire un mot de la fin? N'ayez pas peur, faites-vous confiance et faites confiance une fois que vous avez vu la bonne écoute. Je pense que c'est hyper important. Quand on a une équipe pluridisciplinaire autour qui nous écoute, qui nous suit, faut y aller, quoi. Faut y aller parce qu'on peut avoir un corps qui ressemble à peu près à ce qu'on avait avant, donc n'ayez pas peur. Ouais, je pourrais que insister sur l'importance de l'information et tous ces réseaux, parce que moi, sans ça, j'aurais pas pu bénéficier de l'opération. Merci beaucoup et merci donc à vous tous qui êtes venus et qui avez partagé justement ces informations qui sont fondamentales pour une meilleure prise en charge et puis une meilleure compréhension des différentes techniques. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et à très vite. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.